Bienvenue sur TV5 Monde. Bonjour. Alors, Rana Amrah, vous êtes juriste spécialisée dans le droit d'asile et le droit des réfugiés, et la cofondatrice de l'ONG Humanity Diaspo. On va préciser vos missions dans un instant. Et puis Christophe Bertossi, vous êtes docteur en sciences politiques et vous dirigez le Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI, qui est l'Institut français des relations internationales. Alors, une première question que je vous pose à tous les deux. Les migrations, on peut dire qu'elles ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi les migrants sont aujourd'hui un enjeu aussi sensible, aussi politisé? Qui veut répondre en premier? Christophe Bertossi. Je crois que ce ne sont pas les migrants qui sont un enjeu, c'est une construction d'un récit politique depuis une trentaine d'années qui a fait de la migration l'une des questions les plus débattues, les plus difficilement acceptées du débat politique dans les pays européens. Pourquoi? Parce que ça arrange bien les politiques dans certains cas? Si on veut vraiment aller au bout des choses, je pense que c'est parce que c'est devenu un enjeu qui permet de gagner des élections. C'est-à-dire que c'est extrêmement politisé. Il y a des acteurs qui ont été très forts à prendre une place très importante dans l'espace public et politique, comme le Front National pendant 30 ans en France, d'autres acteurs ailleurs en Europe. Et cette question migratoire a finalement créé une rente politique qui leur a permis de donner le là sur le débat. Donc je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre ce qui relève des migrations, des migrants eux-mêmes, et ce qui relève de la façon dont on en débat dans le débat politique aujourd'hui en France et en Europe. Rana Amrah. Je suis absolument d'accord avec monsieur. En réalité, il faut vraiment dissocier les deux. D'autant plus qu'avec la montée des populismes, non pas qu'en France, mais véritablement en Europe, ce phénomène a été amplifié et d'autant plus médiatisé. Donc il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. Et il y a aussi une chose qu'il faut prendre en considération, c'est aussi la hausse du chômage de façon globale en Europe. Ouais. Quelle est votre analyse de la politique européenne dans cette crise des migrants, hein? Elle a explosé, disons, en 2015. C'est une année, je crois, où il y a plus d'1 million de migrants qui sont passés de l'Afrique du Nord, venant parfois de plus bas, mais qui sont arrivés en Europe. Qu'est-ce que l'Europe a fait? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ou qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Rana Amrah. Alors, qu'est-ce que l'Europe a fait? Je pense que l'Europe a été prise de court, durant un temps. Donc, on appelait ça une crise. Maintenant, j'estime qu'il ne s'agit plus de crise. On sait très bien que les migrations ne vont pas cesser et qu'il faut absolument s'accorder à une politique commune. Le problème étant qu'en Europe, effectivement, il y a une véritable problématique qui est qu'il y a une désunion en fait, européenne entre les États qui fait qu'en fait, on ne peut pas s'accorder pour accueillir convenablement les migrants et les réfugiés. On ne peut pas parler d'une politique européenne, en fait, c'est chaque État qui gère ses propres intérêts. Écoutez, vous parlez de crise migratoire en Europe, moi je parlerais plutôt d'une crise de l'Europe. Ce que ça a montré en 2015, c'est surtout l'impossibilité que les institutions européennes fonctionnent normalement. On a eu des États membres qui sont opposés aux décisions qui ont été prises par la Commission européenne. On est dans une situation où finalement... Des quotas, les pays européens n'ont même pas voulu accueillir... Il ne s'agissait pas vraiment de quotas, d'ailleurs, à l'époque, les clés de répartition. Voilà, des répartitions. Donc le principe de solidarité qui est au cœur de ce que doit être une politique commune d'immigration en Europe n'a pas été soutenu par les membres de l'Union européenne. Donc ça aurait pu se jouer sur d'autres sujets, ça s'est joué sur la question migratoire, précisément parce que c'est la question parmi les plus sensibles aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu d'une certaine manière beaucoup de lâcheté ou d'hypocrisie de certains pays européens qui ont dit en fait à l'Italie, à la Grèce et à l'Italie dans l'ordre: débrouillez-vous, gardez ces réfugiés chez vous, ces migrants chez vous. Oui, disons qu'il y a beaucoup d'arrière-pensées politiques, qui créent une solidarité et une manière de prendre des décisions communes en Europe qui est très chaotique, qui est très impossible. Vous voyez ce que ça a donné dans les politiques internes en Italie, en Autriche. C'est un levier politique très, très efficace, évidemment, l'immigration. Ça explique le Brexit, cette question du vouloir se réapproprier une identité nationale, des frontières nationales et contrôler, c'est toujours le mot au cœur de la question migratoire. Or, et là est la contradiction, on sait très bien que les migrations sont un phénomène global, que l'échelle pour prendre des décisions n'est pas à l'échelle nationale. Donc l'Europe serait beaucoup plus forte à réguler les flux migratoires s'il y avait une solidarité et une prise de décision commune, beaucoup plus que des États individuels qui ont des décisions qui, vous l'avez rappelé, peuvent peser sur des pays de première entrée comme l'Italie et la Grèce. D'un point de vue démographique, on peut dire que l'Union européenne pourrait accueillir des dizaines, voire même des centaines de milliers de migrants chaque année. Il y a 500 millions d'habitants. Est-ce que ça vous paraît possible? Absolument. En réalité, je pense que le fait d'avoir médiatisé cette
pseudo-crise qui n'en est plus une, dans tous les cas, en tout cas qui a été mal gérée, ça c'est certain. Ça a contribué à cela. Simplement, il y a de la place. Il y a de la place sur Terre. Les gens ont le droit de se déplacer. Ils se sont toujours déplacés. Ils continueront à le faire. Là, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait au niveau européen pour les accueillir correctement et s'accorder pour le faire et le mettre en œuvre vraiment. L'Europe, elle peut accueillir et elle devrait accueillir. Elle a besoin d'accueillir des migrants. Écoutez, là encore, on revient à la distinction qu'on faisait au début entre la réalité liée au phénomène migratoire, qui est très complexe parce que c'est des besoins économiques, c'est une sensibilité politique, c'est une histoire longue aussi. L'Europe est un grand continent d'immigration depuis très longtemps. Ça nous inscrit dans un passé commun également. On peut dire que l'Europe s'est faite sur les migrations. Absolument. Mais d'autre part, on a cette sensibilité, le fait que l'immigration, c'est un récit qui attire beaucoup d'émotions. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Alors, les émotions peuvent être positives ou négatives. Rappelez-vous l'émotion, la vague d'émotions autour du décès du jeune Aylan Kurdi, ce jeune enfant sur une plage. Ça a créé un mouvement européen de solidarité pour accueillir les réfugiés. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure d'Afrique du Nord, on était vraiment sur une réalité syrienne, la crise syrienne, et puis beaucoup d'Afghans, de Soudanais et d'Érythréens. Donc de l'émotion, de la passion politique, peu de raisons. Or, débattre d'un sujet aussi sensible sans beaucoup de raisons, c'est très dangereux. Le passé l'a montré. Est-ce qu'on peut débattre de ce sujet de manière sereinement, de manière... Je suis d'accord. En fait, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas rester dans le déni en réalité. On est obligé d'en débattre. On est obligé de travailler ensemble, de se serrer les coudes. De toute façon, il faut trouver une solution. Alors, en 2018, le journaliste Stephen Smith a annoncé dans un livre qui a fait pas mal de polémiques, une ruée, je cite le titre du livre, une ruée de la jeune Afrique vers l'Europe. Il a annoncé un choc migratoire dans les 30 années qui viennent, en disant que l'Afrique allait passer de 1,2 milliard d'habitants à peu près aujourd'hui à 2,5 milliards en 2050. Est-ce que vous partagez cette vision pessimiste? Alors, d'abord, on connaît bien l'ouvrage, l'argument est court. Et les migrations, c'est pas de la mécanique des fluides. C'est pas des déséquilibres démographiques qui engagent les gens sur les routes migratoires. Il y a de très nombreux facteurs qui doivent être impliqués, de développement économique, humain, sociaux, etc. Donc, ce récit de la ruée de toute l'Afrique vers l'Europe, ça tient pas la route. Il faudrait atteindre des niveaux de développement comparables sur l'ensemble du continent africain au développement d'un pays comme le Mexique, par exemple. Donc, ça ne marche pas. En revanche, on sait que les migrations africaines, elles sont prises dans des dynamiques qui sont très différenciées. Vous avez des migrations intra-africaines, vous avez un peu de mobilité entre les deux rives de la Méditerranée, et vous avez finalement peu de migrations africaines qui sont connectées aux routes internationales. Mais ce récit de la ruée vers l'Europe vient nourrir, encore une fois, cette panique, cet émoi, cette panique morale autour de la question migratoire. Vous ne la partagez pas, cette vision pessimiste, alarmiste de Stephen Smith? Heureusement pas. Comme l'a évoqué monsieur, la plupart des migrations, elles sont régionales, c'est-à-dire qu'elles sont intracontinentales, elles se font en Afrique. Donc déjà, c'est faux ce qu'elle raconte, et je tiens à le dire, et je suis ravie de pouvoir le dire ici, accompagnée de monsieur. Si ça peut servir certains politiques, tant mieux, mais en tous les cas, ça dessert effectivement l'idée d'une politique commune de solidarité. Alors on sait que les populations qui sont les plus impactées en Europe par l'arrivée des migrants sont souvent des populations parmi les plus défavorisées, sont les populations les plus faibles. Est-ce que ça ne pose pas quand même un problème? Les élites, en général, elles ne sont pas tellement impactées par l'arrivée des migrants. Donc effectivement, le discours politique, il ne correspond pas nécessairement à la réalité qui est vécue par les gens. Bon, là encore, il y a deux registres. Il y a le registre du fonctionnement des économies, et la migration s'explique aussi parce qu'il y a des besoins sur le marché de travail, il y a des besoins de production. Bon. Mais cette immigration-là, elle est accueillie, elle est filtrée, elle est accueillie par les pays très difficilement, parce qu'on a des objectifs de faire venir les migrants de travail, et lorsqu'on regarde les chiffres, cette migration de travail, finalement, elle compte très peu dans la statistique, c'est qu'on n'y arrive pas. En fait, ce sont des catégories qui sont, avec lesquelles on joue. Les grandes catégories d'entrée sont le regroupement familial. D'ailleurs, c'est plus que du regroupement familial, c'est de l'arrivée de conjoints. Donc, c'est des époux de Français et des épouses de Français qui constituent le premier flux. Mais cette question du travail, à mon avis, elle est centrale. C'est-à-dire que si on veut mettre de la raison
dans le débat sur les questions migratoires, il faut mettre la question du travail au cœur de nos discussions sur les migrations. La question du travail, chez nous ? Chez nous, on a besoin de migration pour donner de la main-d'œuvre sur des métiers en tension qui sont extrêmement nombreux. Malgré un chômage à 10-15% dans les pays de l'Union européenne ? Absolument, l'un n'explique pas l'autre. Et on a des partis politiques qui sont très forts à nous expliquer que si on avait moins de migration, on aurait moins de chômage. On sait très bien que les deux ne sont pas du tout fongibles. C'est pas l'immigration qui compte le nombre de chômeurs. On a des métiers qui sont principalement occupés par des gens qui sont peu demandeurs de conditions de travail, de garanties de droits du travail, etc. Donc il y a des marchés du travail, y compris chez nous, qui sont à conditions beaucoup moins favorables que le droit ne le dit. D'où les phénomènes de migration clandestine et de travail clandestin. Je disais tout à l'heure que vous étiez la cofondatrice de l'ONG Humanity Diaspo. Quel est le rôle de votre ONG ? Alors, Humanity Diaspo, il y a deux volets, on va dire. Il y a un volet France et un volet international. Ouais. Sur le volet France, on fait essentiellement finalement des interventions humanitaires d'urgence auprès des personnes sans-abri et des personnes réfugiées et migrantes. Et aussi beaucoup de plaidoyers, notamment sur le volet autonomisation, droits des femmes, notamment par rapport au G7. D'ailleurs, je salue mes collègues qui sont en ce moment même au G7 sur la cause du droit des femmes. Ouais. Et sur le volet international, en fait, on est incubé à Station F afin de développer une nouvelle sorte, un nouveau développement en fait, en mobilisant les diasporas afin qu'elles puissent soutenir des projets économiques, sociaux et environnementaux dans leur pays d'origine. Je voulais justement vous poser une question sur ce sommet du G7. On a beaucoup parlé des inégalités. On sait que une des manières de trouver une solution à cette question de la migration, c'est souvent, en tout cas, les présenter comme ça par les politiques, c'est-à-dire c'est d'aider les pays à se développer sur place pour que les populations trouvent de l'emploi et du travail chez elles. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'on peut croire à ce discours qui est en fait resservi depuis 40 ans et qui apparemment ne sert à rien ? Écoutez, d'abord, on sait que plus de développement ne va pas faire moins de migration. Au contraire, pour pouvoir partir sur les routes internationales de la migration, il faut avoir un capital, y compris un capital économique. Donc, ce n'est pas les plus pauvres qui partent, c'est les gens qui peuvent avoir les moyens pour investir. Ouais. Oui, ça, on le sait empiriquement fondé. D'autre part, on sait aussi que plus de mobilité pour les populations, un accès à des voies légales de migration enrichissent les communautés d'origine. Donc la migration, effectivement, en elle-même participe au processus de développement des pays d'origine. Donc ce lien entre politique de développement et politique migratoire, il faut aussi le penser de manière beaucoup plus complexe et différenciée qu'on en discute. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci Christophe Bertossi. Merci Rana Amrad d'avoir participé à ce débat sur les migrations au moment du G7. Voilà, place à la chronique culture.